Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis, que vous retrouvez sur plusieurs applications. Évidemment, le vaisseau amiral étant gilesparent.com, sur lequel on peut faire des recherches de podcasts. On est rendu à près de 2 ans de balado. Et également, on peut écrire, si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités. Gênez-vous pas, c'est très simple de le faire. Plusieurs le font. Également, vous allez retrouver sous le vocable Parents et amis sur balado de Apple, sur Google Podcast, sur Spotify et aussi sur YouTube. Mon invité est directeur général d'Ouranos, un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'aider la société québécoise à mieux s'adapter au changement climatique via un réseau de plus de 450 chercheurs, décideurs et praticiens. Il a été météorologue et climatologue à Environnement Canada, impliqué notamment dans l'analyse climatique du déluge du Saguenay de 1996 et la tempête de verglas de 1998. Il a un baccalauréat en météorologie à l'Université McGill et une maîtrise en sciences de l'atmosphère de l'UQAM. Bonjour Alain Bourque, comment allez-vous? Bonjour, M. Parent, ça va bien. Bon, ça va bien. On part comme ça, puis on verra que si on est capable d'être objectif, d'être positif, si on peut garder notre positivisme, ce sera agréable. Mais écoutez, commençons par ça, en plus général. Malgré quelques sceptiques dans la salle, je dirais comme ça, le constat reste le même. Les changements climatiques s'accélèrent partout sur la planète. Les répercussions de l'activité humaine sont sans équivoque. Est-ce qu'on part comme ça du bon pied? Oui, tout à fait. Puis en fait, tout ça a été reconfirmé tout récemment, en août dernier, où le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc ça, c'est un groupe qui fait la synthèse de toute la littérature scientifique au cours des 5-10 dernières années. Il fait des constats. Et donc, il est arrivé exactement au constat que vous venez de dire là, c'est-à-dire que les changements climatiques sont en cours, s'accélèrent, affectent toutes les régions de la planète et affectent aussi tous les traits du système climatique. Donc, c'est pas juste la température qui est influencée, c'est aussi le cycle de l'eau, le régime de neige, de glace, les glaciers, les océans, la biosphère, etc. Donc, ce sont vraiment des changements profonds qui sont en cours. Monsieur Bourque, pour le grand public, c'est les événements climatiques extrêmes qui questionnent le plus. Quand il y a des canicules, des feux de forêt, des inondations, des records de température. Est-ce qu'on est condamné à avoir une croissance constante des phénomènes météo extrêmes, des ouragans et autres? Alors oui, en partie, on est malheureusement condamné à avoir une croissance. Par contre, la croissance ne sera pas nécessairement constante. Là, c'est là qu'il faut effectivement regarder les choses de la façon un petit peu plus positive. Dans le sens où, oui, effectivement, il y a une partie de la fréquence des intensités des extrêmes, etc., qui est rendue inéluctable parce qu'on a déjà émis trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on a déjà transformé le système climatique. Le système climatique, en plus, c'est une genre de locomotive, c'est-à-dire qu'on a rajouté du carburant à la locomotive et c'est pas parce que du jour au lendemain, on décide d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre que la locomotive va s'arrêter tout de suite. Elle a engrangé de l'énergie et donc ça fait en sorte que le système climatique est destiné à changer pour les 10 à 20 prochaines années. Par contre, si on réduit les émissions de gaz à effet de serre maintenant qui sont à la source du problème, on peut réussir à stabiliser le changement climatique à disons, une hausse de température moyenne de la planète là, de 1,5 degrés à 2 degrés Celsius. C'est ça que l'accord de Paris, donc le fameux accord de Paris, vise à faire. Donc, on peut réussir à stabiliser notre climat à l'horizon 2040, 2050 ou 2060 pour éviter qu'on ait toujours une croissance accélérée des phénomènes météo extrêmes, des ouragans, des canicules, des pluies abondantes, des orages violents, etc. Donc ça, on a le contrôle là-dessus. On peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'autre truc aussi qu'on peut faire, c'est que si on réussit à contrôler l'ampleur et la vitesse des changements, ben on peut s'y adapter. Là. Je veux dire, historiquement, l'humanité s'est adaptée de façon assez admirable à un climat planétaire qui n'est pas toujours super sympathique. Là. Il y a des régions du monde qui ont des climats très difficiles. Il y a déjà eu dans le passé des sécheresses, des ouragans, etc. L'humanité a réussi à croître malgré tous ces événements-là. Et donc, si on réussit à contrôler l'ampleur du changement climatique, ben, on peut réussir à s'adapter. Alors, nous, à Ouranos, c'est là-dessus qu'on travaille, la portion adaptation au changement climatique, la portion apprendre à vivre avec des changements climatiques qui sont
en partie, comme je le disais tout à l'heure, rendu inévitable. Ici, évidemment, là, on parle du Québec, mais on comprend que c'est global. Tout le monde a compris ça. Mais pour nous, par exemple, quand on regarde des statistiques qui sont premier niveau, mais qui sont très sensibles pour le grand public, on apprend, par exemple, au Québec, en 2021, tous les mois ont été plus chauds que la normale, sauf le mois de juillet. Est-ce qu'on devrait être surpris de ça ou c'est dans la lignée exacte de ce que vous venez de dire? Oui, c'est tout à fait dans la lignée. Il n'y a aucun scientifique qui est surpris avec ça. Okay. En fait, j'ai remarqué que vous avez dit que c'était plus chaud que la normale. En fait, il y a un problème avec le mot normal, parce qu'il n'y en a plus de normal maintenant que le climat change. J'avoue. Il faudrait utiliser le mot moyenne historique. Ça, en fait, ça illustre le défi de l'adaptation, c'est que on a construit des infrastructures, on a fait du développement agricole, on exploite nos forêts, on vit en zone côtière, etc., avec comme référence une certaine normalité. Donc, ce qui s'est passé historiquement, on dit souvent, je vais me construire là parce qu'il n'y a jamais eu d'inondation, donc je suis pas à risque. Mais là, ça, c'est devenu faux. Avec les changements climatiques, ce qui est considéré comme normal historiquement ne représente pas nécessairement ce qui va se produire pour l'avenir. Donc, non, effectivement, que les mois soient de moins en moins normaux et de plus en plus chauds que la normale ou encore agrémentés de plus en plus d'événements météorologiques extrêmes, que l'on qualifie extrêmes encore une fois parce qu'on les a jamais vus dans le passé, ben, ça correspond tout à fait à ce qu'on attend des changements climatiques. Parmi les choses dont on entend parler, les fameux courants jets ou autres courants, on nous parle de systèmes. Quand on regarde la météo, par exemple, parce que souvent ça, on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des scientifiques. Ce qu'on nous apporte, puis c'est devenu quasiment une maladie comme l'astrologie. Les gens regardent la météo à peu près 25 fois par jour sur leur portable, mais on nous parle de grands courants, de haute pression. Est-ce que tout ça influence aussi les changements climatiques? C'est un élément de la problématique? En fait, c'est que les changements climatiques, c'est surtout des tendances lourdes de température, de précipitation, etc. Donc, le climat, il y a quelque chose d'un petit peu plus statistique à la climatologie, si on peut le dire comme ça. Par contre, naturellement, il y a aussi une variabilité naturelle du climat, puis on le sait bien au Québec, là, je veux dire, une journée d'hiver, par exemple, il peut faire plus 10 une journée, puis il fait moins 20 ou moins 25 le lendemain. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'il y a des courants qui ont toujours été là. Il y a toujours des patrons atmosphériques, il y a des courants océaniques notamment qui peuvent sérieusement perturber la trajectoire des dépressions, des anticyclones, etc. Ça, on appelle ça un peu la variabilité naturelle du climat. C'est ce qui nous donne notre météo quotidien, puis des grosses oscillations, etc. Ce qui étant dit, là, on a en bruit de fond des transformations du système climatique qui font que, par exemple, le courant jet il a tendance à se déplacer de plus en plus vers le nord. Et donc, ça fait en sorte que les systèmes météo ont tendance à passer davantage vers le nord. Et par exemple, pendant les saisons estivales, on peut se ramasser beaucoup plus avec des systèmes d'anticyclones qui apportent du temps assez chaud, avec davantage d'orages, plutôt que des événements météorologiques classiques, là, c'est-à-dire des grosses dépressions qui amènent des 2-3 jours de pluie, etc. Donc, le changement du climat vient perturber les courants. Peut-être un exemple ou une analogie que j'aime faire, c'est par exemple en lien avec les ouragans. Il y a beaucoup de gens qui disent avec les ouragans, il y en a toujours eu dans le passé, etc. C'est les changements climatiques viennent perturber ça. Ben justement, les changements climatiques, c'est comme si ça venait booster aux stéroïdes les ouragans là, pour qu'ils deviennent plus énergétiques et plus violents. Et donc, on a une combinaison entre une variabilité naturelle dans le climat, des systèmes météo qui se produisaient avant, et une contribution des changements climatiques qui viennent teinter tout ce qui se produit, c'est-à-dire qui viennent renforcer les ouragans, qui viennent accentuer la durée, l'intensité des canicules, etc. Donc, tout ça est intégré, même si c'est fondamentalement différent. Il y a des systèmes météo, mais il y a des tendances lourdes en lien avec le climat qui viennent perturber là, tous ces systèmes-là. Ce qu'on nous dit souvent pour les ouragans, si je ne me trompe pas, c'est que la température de l'eau fait une influence fondamentale. Est-ce que le fait que l'eau soit plus chaude par les changements climatiques explique assez directement le fait qu'il y a des ouragans plus forts ou plus fréquents? Oui, tout à fait. En fait, pour un ouragan, la température de la surface de l'océan, c'est son carburant. Okay. Donc, plus la température est élevée, plus l'ouragan a de carburant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre les changements climatiques
et la fréquence des ouragans les plus intenses. Là où ça devient compliqué un tout petit peu, c'est que un ouragan, pour se former, ça a besoin d'une flamèche, d'une étincelle. Puis ces étincelles-là, météorologiquement parlant, là, c'est les vents. Donc, il faut que le patron des vents dans les régions tropicales soit structuré de façon assez particulière. Et là, ironiquement, avec les changements climatiques, on anticipe que les étincelles pour démarrer ces ouragans-là soient moins présentes. Et donc, c'est pour ça que présentement, la littérature scientifique dit que on pense qu'il va y avoir un peu moins d'ouragans, mais que quand il va y avoir des ouragans, ils vont être plus puissants. Alors, si vous demandez à un assureur qu'est-ce qu'il en pense, il ne sera pas bien content parce qu'il y a beaucoup plus à voir beaucoup de petites tempêtes que quelques très grosses tempêtes. Parce qu'on sait que les événements les plus extrêmes causent des dommages exponentiels très importants, alors qu'une multitude d'événements de précipitation de 5-10 mm, ben, tout le monde est habitué à vivre avec ça, ça ne pose pas de problème. Mais dites-moi, M. Bourque, juste question de néophyte et de curieux. Nous, en Amérique du Nord, souvent, quand on nous parle d'ouragans, on a l'impression qu'ils partent souvent de la côte africaine, traversent les Antilles, puis montent vers le sud des États-Unis. Ça semble être un patron qui a été souvent vu. Est-ce que si on remonte 500, 1000 ans, ça a toujours été... Il y a quelque chose de géologique qui explique ça, de météorologie? Je trouvais ça curieux que ça soit toujours... Ou la température de l'eau, je ne sais pas, là. Ben, c'est la combinaison des vents dominants. Donc, effectivement, les vents dans les régions tropicales vont de l'Afrique vers la mer des Caraïbes. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les systèmes tropicaux ont tendance à se développer dans cette région-là. Et par la suite, ils gagnent de la latitude et plus ils se dirigent vers le Canada, vers le nord des États-Unis, vers le Canada, plus ils changent de direction et là, ils se dirigent de l'ouest vers l'est, vers l'Europe. Et naturellement, ça se produit là aussi à cause des températures de l'eau. Donc, c'est la combinaison des vents dominants et de la température de l'eau qui est propice à la formation des ouragans. Donc, on dit en général que pour que l'océan contribue au développement d'un ouragan, la température de l'eau doit être supérieure à 26 degrés Celsius. Vous n'aurez pas d'ouragan si la température de l'océan est à 7 ou 8 degrés Celsius, comme on peut avoir dans le golfe du Saint-Laurent, par exemple. Par contre, vous allez avoir des ouragans dans des régions où c'est plus chaud que 26, et justement, à cause des changements climatiques, de cette ligne de 26-là, elle se déplace du sud vers le nord, et donc ça fait en sorte qu'il y a des régions qui, autrefois, ne pouvaient pas voir d'ouragans, qui peuvent maintenant voir des ouragans, et même les régions qui ont des températures sous 26 degrés, comme par exemple là, un cas classique, l'Est du Québec ou le golfe du Saint-Laurent, etc., ben, en théorie, ils ne peuvent pas voir la formation d'un ouragan. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que des ouragans qui viennent du sud et qui rencontrent des températures qui ne sont plus suffisamment fraîches pour vraiment tuer très rapidement les ouragans. Et donc, l'ouragan réussit à se maintenir et à atteindre le Québec. C'est pour ça que les gens, des fois, disent « Ah, ben Alain, pourquoi on parle d'ouragan au Québec alors qu'on n'en voit jamais? » Mais dans les faits, c'est faux. On peut voir à la limite des ouragans qui frappent le Québec, mais surtout, on va voir des restes d'ouragans. Des restes d'ouragans, là, avec des quantités de précipitations assez phénoménales que ça peut générer. On ne veut pas voir ça, là, parce que nos infrastructures, notre territoire n'est pas adapté à des centaines de millimètres là, sur quelques heures seulement. Est-ce que vous pourriez nous dire d'une façon assez simple, dans l'ordre d'importance et l'ordre d'effet, là, les actions qui vont le plus aider à freiner la progression? Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Là. Je comprends qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Les scientifiques ont nommé beaucoup de choses. On comprend qu'il y a beaucoup d'intérêt, probablement plus de travail que nous autres, on le voit. Mais qu'est-ce qui fait? Ce qu'on nous demande, nous, comme citoyens, c'est de faire notre effort à nous, qui a un impact quand il est multiplié, de ce que je comprends. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'on a comme un chronomètre qui est parti. On comprend que... Puis en plus, vous nous dites que quand on fait des bonnes actions, ça prend des années avant d'avoir des effets dans la vraie vie. Alors, dans le fond, ce qui serait intéressant de savoir, c'est, dans l'ordre des choses, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur les changements, sur la progression de notre travail positif, mettons. Oui, mais votre question est vraiment super bonne. Je pense que le premier point que j'aimerais dire, c'est de dire que c'est clair que quand même, la société se face à beaucoup d'enjeux environnementaux différents. Tu sais, on a de
la pollution par des produits toxiques, on a des sacs de plastique qui se promènent partout dans nos rues, puis dans nos forêts, puis qui polluent. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais là, moi, ça sur quoi je veux m'attarder, ça fait partie du défi. Je pense qu'il faut que les gens comprennent de plus en plus quel genre d'action qu'il faut faire pour quel problème. Donc, moi, je ne parle que du problème des changements climatiques, c'est-à-dire les changements de température, les désastres naturels, les catastrophes qui deviennent de plus en plus fréquentes, etc. Donc, c'est clair que pour face à ce problème-là spécifiquement, il faut faire deux grandes choses. La première grande famille d'actions, c'est qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'y reviens tout de suite, là. La deuxième grande famille d'actions, il faut s'adapter. Il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité climatique. Là, si je reviens avec la première, celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, Oui. au Québec, c'est pas bien compliqué, là. Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, on parle presque toujours de consommation d'énergie. Donc, ça veut dire que c'est quand on consomme de l'énergie. Et au Québec, le secteur numéro 1 où on consomme de l'énergie, qui produit des gaz à effet de serre, parce que le Québec a la chance d'avoir l'hydroélectricité qui ne produit pas de gaz à effet de serre, ou en fait très peu. Et donc, le secteur numéro 1 à agir, c'est le transport. Donc, par exemple, acheter une auto électrique, donc passer d'une auto à essence qui émet beaucoup de gaz à effet de serre à une auto électrique qui émet pas de gaz à effet de serre, et ça, c'est clair que c'est positif et ça contribue directement à lutter au changement climatique. En passant, je vous ai dit de passer d'une auto à essence à une auto électrique, ça, c'est lutter contre les changements climatiques. Mais ce qui est encore meilleur, c'est de passer à une auto à essence à un vélo, par exemple. Oui, parce que là, on va en plus consommer encore moins de produits que l'on exporte d'un peu partout sur la planète et qui aboutissent ici à cause du transport, justement. D'ailleurs, on consomme beaucoup de produits qui proviennent de la Chine. Mm-hmm. Mais bon, d'une part, on produit ce produit-là en Chine, ça génère probablement des gaz à effet de serre en Chine, puis en plus, on les transporte jusqu'à nous, ce qui augmente d'autant plus les émissions de gaz à effet de serre. Alors, donc, le premier point, c'est vraiment le transport. Tout ce qui est le transport, il faut vraiment repenser notre transport. Il y a des technologies qui existent, mais il y a aussi des changements de comportement à faire. Je donne un autre exemple par rapport au transport. La pandémie nous a amené le télétravail. Le télétravail, là, c'est un excellent moyen pour réduire les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on n'a plus à se déplacer matin et soir pour aller à son bureau. On économise du temps, on économise de l'argent et on économise des gaz à effet de serre. On émet moins de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est un autre exemple où c'est bien de remplacer notre mode de transport, mais c'est encore mieux de l'éviter, le mode de transport, de ne plus avoir à se transporter. Une deuxième composante qui est déjà moins importante au Québec, mais qui est importante partout dans le monde, c'est le chauffage résidentiel. Il y a encore beaucoup de maisons ou encore d'industries qui se chauffent au mazout. Et donc, le mazout, c'est sûr que ça, c'est une source de gaz à effet de serre extrêmement importante. Et peut-être le troisième volet, je pense que c'est très important, j'en ai déjà dit un mot à l'instant, c'est la consommation en général. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais pourquoi on devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le contexte où la Chine émet déjà plein de gaz à effet de serre? » Oui, mais attention, une des raisons pourquoi que la Chine émet autant de gaz à effet de serre, c'est parce que c'est nous qui achetons des tonnes de produits chinois. Alors, c'est clair que si nous, à titre de consommateurs, on consommait moins et que si on consomme davantage local, c'est clair qu'on va générer beaucoup moins de gaz à effet de serre. Naturellement, je vous dis tout ça, puis on est d'accord pour dire que ça implique des changements de comportement assez significatifs et puis on amène à quelque part un élément de petite révolution de notre système économique. Mais M. Bourque, quand même, on peut dire que l'éveil, l'intérêt,
c'est quand même répandu depuis 15-20 ans. Là. Je dirais plus que ça, même 30-40 ans, mais on a un progrès, on a de l'intérêt. Moi, j'avais une sous-question liée au transport, parce que je sais que c'est important partout dans le monde, mais deux choses. Premièrement, est-ce qu'on ne devrait pas aussi continuer, mais surtout privilégier tout ce qui est transport, qui est toujours sur la route? Exemple, les autobus, les taxis, les camions. Moi, ma voiture, si je demeure en ville, puis je la prends une fois par 2 semaines, comprenez-vous que c'est pas moi. Je dis pas que j'aurais pas d'impact, mais je pense que ceux qui sont toujours sur la route, les camions de livraison, ça devrait être vraiment prioritaire parce qu'eux autres sont tout le temps sur la route. Ben oui, naturellement, là, on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait agir sur le fond du transport en lien avec la consommation potentiellement excessive que la société fait, ou est-ce qu'on devrait travailler sur la consommation elle-même? Alors, c'est sûr que ceux qui sont continuellement sur la route devraient tenter de passer à l'électrique le plus possible. Mais il faut quand même se poser des questions à savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour faire avancer la société ou pour répondre à nos besoins que d'avoir à tout transporter tout le temps. Je reviens avec l'exemple du télétravail. Tout le monde, avant la pandémie, était hésitant à aller de l'avant là, à grand déploiement avec le télétravail. La pandémie a forcé les choses et au final, le constat, c'est que finalement, le télétravail, c'est pas payé. Les gens aiment ça, puis il y a pas mal de rentabilité quand même, puis on a à beaucoup moins se transporter et se déplacer. Mais ceci étant dit, vous avez tout à fait raison. Tout ce qui est transport en commun, donc les réseaux ferroviaires, les réseaux de transport urbain, qui permettent justement des transports plus efficaces, permettent d'économiser d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça c'est clair. Si on parle du travail que vous faites, les chercheurs qui sont liés à Ouranos, par exemple, quelles sont les grandes révélations qui ont été obtenues par la recherche scientifique dans les dernières années? Là? On ne pourra pas remonter à 40 ans, mais est-ce qu'il y a des révélations qui sont d'intérêt et qui nous amènent soit à se dire on est dans la bonne direction ou on peut faire mieux? C'est une question assez difficile à aborder, parce que surtout pour nous, on étudie l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes, la biodiversité, les infrastructures, les zones côtières, la santé des populations, le développement économique en foresterie, dans le monde agricole, dans le monde touristique, etc. C'est plein. Le climat et la météo sont un peu partout. Là. Ça s'imprègne dans toutes les pièces. Ça devient difficile de ressortir des grandes révélations. Moi, je pense qu'il y en a une que j'ai le goût de dire qui est vraiment le travail collaboratif entre beaucoup de communautés scientifiques au Québec et à l'étranger qui ont fait en sorte qu'on obtient, comme le rapport du GIEC, là, le rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, là, c'est vraiment une œuvre assez impressionnante parce qu'on a regroupé toute une panoplie de petites études qui sont toutes intéressantes individuellement, mais on les a ramenées dans un tout pour nous offrir un patron, une explication très cohérente de ce qui est en train de se produire avec le système climatique. Et ce patron cohérent-là peut aller vers les décideurs, peut aller vers monsieur et madame tout le monde pour prendre des meilleures décisions. Alors, moi, je pense qu'une des grandes révélations, c'est vraiment ce succès à avoir connecté des chercheurs et des recherches scientifiques pour obtenir en fait, même si quand on y pense, c'est même assez admirable parce qu'il y a 20 ans, on parlait déjà de l'impact des changements climatiques. Seulement, les gens n'écoutaient peut-être pas nécessairement totalement ce que la science disait. Mais là, 20 ans plus tard, là, on le voit. Tout ça se produit. La science l'avait anticipé. Et donc, je pense que ça confirme que l'une des réalisations particulièrement intéressantes de la science historiquement, c'est de nous amener ces explications très cohérentes, complètes, avec de nombreuses ramifications dans un monde qui est bien, bien compliqué là, la plupart du temps. Mais on a des messages assez clairs. Là, il s'agit juste naturellement de prendre ces messages scientifiques-là et de les intégrer dans nos décisions courantes ou dans nos décisions stratégiques quand on parle des gouvernements, par exemple. Ce qui est tout à fait singulier, tout à fait intéressant, M. Bourque, c'est de voir que en 2021, quand on y pense, 2020-2021, on n'a jamais eu autant besoin de la science pour comprendre la situation dans laquelle on est. Puis on a en parallèle la crise sanitaire
et également les changements climatiques. On en parlait déjà des changements climatiques. La crise sanitaire, c'est autre chose parce que c'est vraiment mondial, c'est soudain. Sauf que ça amène des questionnements tout aussi intéressants. Est-ce qu'on croit à la science? Est-ce qu'on embarque? De ce qu'on voit avec la crise sanitaire, c'est la grande majorité des gens acquiescent, acceptent de changer des choses, de faire des sacrifices. Puis du côté des changements climatiques, je pense aussi que l'éducation, l'instruction et les connaissances nous amènent dans la même direction. Mais c'est quand même assez inusité dans une période, mettons, de 100 ans, 150 ans, que les deux soient en parallèle en même temps. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'il y a des similarités entre les deux. Il y a aussi certaines différences. On le sait, un des grands défis en lien avec les changements climatiques, c'est que tout ça se passe sur des périodes de temps que les gens trouvent longues. Oui, c'est vrai. Des périodes, donc c'est des changements sur des décennies, etc. Et donc, les gens ont un peu plus de difficulté à percevoir les implications réelles. Tout à l'heure, je vous parlais de qu'est-ce que la science disait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, moi-même, je faisais des présentations sur les changements climatiques. Les gens disaient, ah oui, c'est inquiétant, on a encore du temps. Ouais. On n'avait pas. Mais là, aujourd'hui, c'est comme soudainement, d'ailleurs, on utilise l'expression maintenant urgence climatique, Oui. parce que là, on réalise que c'est bel et bien rendu chez nous. En fait, c'est partout. C'est rendu partout. Là, on voudrait régler le problème tout de suite, maintenant. Mais là, on commence à comprendre que le système climatique, c'est une locomotive qui ne s'arrête pas du jour au lendemain. Et là, ça amplifie la notion d'urgence parce qu'on se dit, oups là, il faut commencer à agir maintenant pour avoir des résultats dans 20 ans. Donc, il y a quelque chose d'un peu particulier ou difficile avec le dossier des changements climatiques, c'est les échelles de temps qui sont différentes. Encore là, comme je le disais tout à l'heure, il faut être optimiste parce que même si ça prend 20 ans à stabiliser le changement climatique, moi, je pense sincèrement là, qu'on peut réussir à s'adapter à une partie du changement climatique qui est déjà bien amorcée. Donc, l'important, c'est de réduire le plus rapidement possible l'ampleur des changements climatiques et de stabiliser le patient, si je peux me permettre cette analogie-là, et du même coup, d'apprendre à vivre avec un peu plus de canicule qu'à l'habitude, avec des événements de précipitation abondante plus importants, avec l'érosion côtière, etc. Donc, il va y avoir des défis, mais en même temps, les défis vont être beaucoup moindres que si on fait rien puis on laisse le climat déraper pour les 40 prochaines années. On a évidemment au pays notre façon de voir les choses, notre plan. On a au Québec aussi une façon d'agir, mais est-ce qu'il existe présentement sur la planète des territoires ou des pays qui pourraient servir d'exemple ou qui servent d'exemple comme l'intégration de toutes les mesures et l'avancement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus avancés que nous? Est-ce qu'on apprend des autres? Vous dites que vous échangez, bon, évidemment, les scientifiques échangent leur recherche et leur réponse à toutes ces questions-là. C'est intéressant, mais est-ce qu'il y a des modèles qui sont inspirants? Ben oui, il y a des modèles qui sont inspirants. Le seul truc, c'est que toutes les régions de la planète sont aux prises avec cette urgence climatique-là qui appelle des changements très rapides et très importants. Fait qu'il n'y a pas de régions qui sont parfaites, qui sont déjà tout prêts à gérer les changements climatiques. Il y a juste trop de choses qui se passent en même temps pour trop de régions en même temps. Par contre, c'est clair qu'en général, donc il y a plein d'exemples, là, puis je peux vous en donner quelques-unes. Bon, en Europe, en général, les Européens ont tendance à avoir des politiques publiques, les gouvernements, avec les communautés locales d'ailleurs, ont tendance à avoir une approche plus préventive, probablement parce qu'on l'appelle le vieux continent, puis qu'ils en ont déjà vu d'autres, des trucs du genre. Mais donc, les Européens sont, en général, à l'avant-garde. Par contre, il faut aussi regarder les différents dossiers. Puis, je vais vous donner un exemple, là, moi, qui m'a toujours assez fasciné. L'île des Bermudes s'était fait frapper il y a à peu près une 50aine d'années par un ouragan majeur qui avait causé beaucoup de dommages. Et les gens, les décideurs aux Bermudes ont dit, ben, crime, on va revoir notre Code national du bâtiment, on va revoir comment on construit nos infrastructures, puis on va mettre des lois et des règlements pour que ça soit super robuste, puis on va surveiller ça, tout le domaine de la construction, là, vraiment attentivement. Ben, aujourd'hui, quand il y a un ouragan de catégorie 3, donc un ouragan majeur qui passe sur les Bermudes, il n'y a pas énormément de dommages. Il y en a un peu, il y a des arbres qui tombent, il y a des infrastructures un petit peu plus vieillissantes qui tombent, mais ça n'a aucun rapport avec les dommages que plusieurs autres régions des Caraïbes, même des États-Unis, voient.
C'est des exemples très spécifiques en lien avec les ouragans, qui est un risque qui est quand même assez commun dans les Bermudes. Mais ça vient des trucs inspirants. C'est utile pour nous aussi, là. Donc, si on revoit nos codes de bâtiment, si on revoit, je vais donner un exemple très pertinent pour le Québec, parce que le gouvernement du Québec, présentement, est en train de revoir le zonage des plaines inondables et les règles pour construire des bâtiments, des maisons, etc. Ben, c'est sûr que c'est une sacrée bonne idée là, de revoir cette réglementation-là pour s'assurer qu'on n'ajoute pas des problèmes dans les zones inondables et qu'au contraire, on retire des problèmes puis on retire des risques des zones inondables parce qu'en bout de ligne, ça va être l'ensemble des payeurs de taxes, des compagnies d'assurance, etc., qui vont payer la facture, là, puis c'est sans cesse croissant. Alors, ça, c'est un exemple pour les Bermudes, mais il y a plein d'exemples aussi en lien avec des villes vertes, par exemple, pour lutter contre les eaux de chaleur. D'ailleurs, Montréal fait assez bien avec, il y a peut-être une dizaine d'années, une mode qui est partie de faire des ruelles vertes, des toits verts. Là, ça a suscité un certain engouement. Et ça, c'est fantastique parce que à la fois, ça réduit les îlots de chaleur, ça permet d'intercepter davantage de précipitations en lien avec les orages violents. Et donc, ces villes vertes-là sont d'autres exemples. Il y a des villes comme, par exemple, Barcelone, ici, qui ont beaucoup tablé sur la résilience des communautés pour assurer de la cohésion sociale. C'est-à-dire, ils ont fermé des rues dans certains quartiers pour permettre aux gens de davantage utiliser les rues comme des places publiques, etc., ce qui a créé beaucoup de liens sociaux et beaucoup de cohésion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, pendant la tempête de verglas, moi, je vivais à Montréal, là, oui. Je me suis appris à connaître plein de voisins que je connaissais pas auparavant, puis on s'est entraidés. Ça devient utile là, quand il y a des désastres naturels, de pouvoir s'entraider entre voisins. Il y a des villes là, comme Barcelone, par exemple, qui tablent là-dessus, sur la résilience communautaire pour faire face aux événements météorologiques extrêmes, etc. Donc, je dirais qu'il y a toute une panoplie d'exemples spécifiques selon les dossiers qui sont très intéressants. Rapidement, je vous rajoute un exemple pour le monde agricole. Au Québec, pendant l'été, on commence à manquer de plus en plus d'eau pour les cultures. L'adaptation, dans ce temps-là, n'est pas tellement sortie. On a juste allé voir ce que les gens en Californie font, par exemple. Ils manquent déjà d'eau. Donc, eux utilisent déjà des techniques d'irrigation et d'arrosage des cultures qui sont extrêmement efficaces en eau. Alors, il faut juste aller leur piquer leurs idées et aller les implanter chez nous pour pouvoir s'améliorer. Donc, il y en a plein d'exemples un peu partout. Ça dépend de nos dossiers. Dites-moi, quand, je prends un exemple, quand, mettons, les grands reportages à RDI nous offrent un regard dans 50 ans où on pourrait être, puis là, on nous fait des schématisations, M. Bourque, puis on nous met, mettons, une bonne partie de la Floride, les quilles, c'est disparu sous l'eau. Les îles de la Madeleine, ça existe quasiment plus parce que tout a été rongé par... Est-ce que ça aide ou est-ce que ça amène du scepticisme dans la population qui va dire, voyons donc, c'est trop alarmiste, mais ça existe, ces reportages-là. Je me demandais l'effet, à vos yeux, sur la population, c'est quoi? C'est intéressant parce que nous, à Ouranos, on fait de plus en plus de recherches scientifiques qui sont de moins en moins physiques, tu sais, l'impact sur les écosystèmes, etc., mais beaucoup plus socio-économiques, c'est-à-dire la psychologie, la communication, etc. Parce que c'est vrai que savoir c'est quoi les risques, là, ça ne t'amène pas nécessairement à l'action tant que ça. Okay. Il faut avoir des solutions, puis il faut comprendre comment les gens sont amenés à prendre des solutions. Donc, vous avez un peu raison, parce que votre question teinte dans une direction, c'est que vous avez raison, c'est-à-dire que si on ne fait que donner les mauvaises nouvelles en lien avec les changements climatiques et qu'on ne rappelle pas qu'il y a des solutions, que par le passé, on a déjà eu à faire face à des événements météorologiques extrêmes, etc., en fait, on déprime plus que d'avoir le goût d'agir. Ça, c'est un des défis, même des scientifiques en soi, c'est-à-dire que oui, il faut parler des risques, des enjeux, mais il faut vite aussi passer aux solutions et aux outils concrets pour que les gens puissent bien s'approprier des enjeux, mais surtout avoir le goût d'implanter des solutions. Là. Dites-moi, est-ce que le fait que le public
c'est une évidence maintenant, est de plus en plus intéressé au changement climatique. J'allais dire les jeunes, mais pas juste les jeunes. Je pense que c'est assez généralisé. La préservation de la planète, on a une conscientisation qui s'est installée. Est-ce que le fait que les gens s'y intéressent beaucoup, ça donne beaucoup de pouvoir aux gestes, ça donne de l'argent pour faire la recherche, ça fait bouger les gouvernants? Est-ce que tout ça va ensemble? Tout à fait. Je veux dire, moi, j'ai même régulièrement des discussions avec des ministres ou des élus, etc., qui disent, moi, si je sens que la population en veut plus, on va aller dans cette direction-là. Je pense que là, le défi que l'on a dans la lutte au changement climatique, c'est que, oui, les gens sont intéressés, mais il y a un certain flou par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire concrètement au niveau des actions. Et c'est là que, compte tenu, puis on revient à la discussion au tout début, où je disais que les gens sont parfois un peu mêlés à savoir quel est le rôle du recyclage, du compostage, de ramasser un sac de plastique qui traîne dans la rue versus d'acheter une auto électrique. Chacune de ces actions-là sont pour des enjeux environnementaux qui sont souvent un petit peu différents. Et je pense que les gens sont un peu mêlés dans tout ça. Puis c'est là que, présentement, les gouvernements ont besoin de peut-être davantage d'action de la part de monsieur et madame tout le monde pour avoir une poussée supplémentaire pour eux-mêmes aller vers l'action. Parce que là, présentement, dans la lutte au changement climatique, je parle généralement là, au niveau mondial au cours des 10 dernières années, les gouvernements ont surtout fait des promesses. Ils ont fait beaucoup de promesses. Je pense que ça correspondait à l'intérêt des gens sur la question. Mais il y a quand même une certaine difficulté à passer à l'action. Là, c'est là que je pense que le meilleur moyen pour que les gouvernements passent encore plus à l'action et mettre en place des programmes qui stimulent encore plus l'action, c'est que les gens prennent par eux-mêmes des actions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis, au Québec, on est assez chanceux, surtout en Amérique du Nord, là, qui n'est pas un continent super proactif en matière de lutte au changement climatique. Au Québec, c'est un peu différent. Alors, on a davantage de programmes, on a des subventions assez généreuses pour acheter des autos électriques, on a des programmes gouvernementaux pour aider les municipalités à s'adapter aux risques climatiques. Même chose pour les producteurs agricoles qui peuvent être appuyés pour mieux gérer les risques climatiques. Donc, le gouvernement met des programmes pour essayer d'amener les gens à l'action. Je pense que faut continuer dans cet élan, non plus exclusivement d'être intéressé au changement climatique, mais de passer à l'action. Il y en a quelque chose de fondamental. Hydro-Québec, ça devient un joyau plus que jamais. Je vous révèle rien, là, mais juste le fait qu'Hydro-Québec puisse aider, par exemple, pour vous parliez du transport tantôt, puis par exemple, si on fait venir des fèves de l'Amérique du Sud, on comprend que ils sont moins fraîches quand ils arrivent, puis ils coûtent cher à transporter. Puis avec les serres qui s'installent, avec Hydro-Québec qui collabore parce que le gouvernement collabore, avec l'électrification qui est beaucoup plus facile ici, avec le fait qu'on n'a pas de chauffage au charbon. Fait que, sans dire que nous autres, on n'a pas à s'en préoccuper, on a quand même des avantages fondamentaux. Non seulement on a des avantages, mais honnêtement, la lutte au changement climatique devient une opportunité fabuleuse. Absolument, économiquement. Ah oui, absolument. Oui, et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi que les gens en Alberta ne sont pas particulièrement emballés à lutter contre les changements climatiques. Oui. Parce que eux, économiquement, là, c'est beaucoup plus problématique. Eux, ils doivent penser à une transition de leur économie vers une vieille économie pour aller vers une nouvelle économie du développement durable et de la lutte au changement climatique. C'est pas surprenant que les sondages indiquent que les gens au Québec ont tendance à être plus proactifs face au changement climatique que les gens en Alberta. Moins, il y a de la psychologie là-dedans, bien évidente. Il y a des billets en lien avec l'économie. Mais vous avez totalement raison, là. Je veux dire, Hydro-Québec devient pour le Québec là quelque chose de tout à fait admirable, pas juste pour les Québécois, en fait même, là. C'est pour la lutte au changement climatique dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, parce que c'est clair qu'Hydro-Québec peut en partie devenir une partie de la batterie de l'Amérique du Nord au niveau des énergies propres. Puis on le voit déjà là avec des discussions qu'il y a avec les États de New York, d'autres États voisins. Parce qu'effectivement, Hydro-Québec peut faire une contribution à la lutte au changement climatique qui est tout à fait admirable. Ça, c'est même confirmé, là, c'est même pas
c'est même pas des opinions économiques, là. C'est des études scientifiques qui montrent que si on exploite nos formes d'énergie de façon optimale en Amérique du Nord, ben on réussit à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon beaucoup plus efficace avec des organisations comme Hydro-Québec. Là. On disait le circonstanciel de la crise sanitaire et du fait que les changements climatiques soient au cœur de nos préoccupations, mais la crise sanitaire est un autre élément d'étonnement, qui est un coup de pouce à mon avis important, vous saurez me le dire, a fait qu'on s'est ramassé avec comme activité, entre guillemets, légale, pas de masque, aller dehors, aller dans les parcs, les grands espaces, vouloir les préserver, être obligé, entre guillemets, d'aller en vacances dans le nord, sur la côte est, dans le bas du fleuve. Finalement, il y a bien des gens qui ont dit hey, « c'est donc bien beau, il faut préserver ça ». C'est comme un petit coup de pouce circonstanciel qui nous a amené à réfléchir encore plus à ce que ça avait comme importance dans nos vies. Ben, tout à l'heure, je l'ai mentionné, hein, je disais qu'à quelque part, il fallait penser davantage local. Oui. Mais je pense qu'effectivement, ça correspond à ça, là, c'est-à-dire que si on est pour peut-être un peu moins se déplacer, un peu moins voyager, etc., pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ben effectivement, on va pouvoir avoir un environnement qui est plus sain autour de nous, là, et qui va pouvoir, par exemple, mieux combiner les infrastructures grises habituelles, les routes, etc., mais aussi rendre ça plaisant, là, donc verdir nos villes, etc. C'est clair là, qu'avec la pandémie, je pense que les gens ont de plus en plus réalisé l'importance des parcs, de nos grands espaces, puis de pouvoir les préserver. Puis ça va aussi être clé. Tout à l'heure, vous parliez là, de l'importance pour monsieur et madame tout le monde des événements extrêmes. Mm-hmm. Un des points que les gens ne réalisent pas, c'est qu'une des raisons pourquoi on a plus d'événements extrêmes, je vais donner l'exemple, par exemple, des feux de forêt dans l'ouest du pays. Oui. C'est oui à cause du fait qu'il y a eu du temps plus chaud, qu'il y a eu des orages, etc. Mais le problème aussi, c'est que la forêt est aussi en train de graduellement se dégrader à cause des changements climatiques et donc elle devient plus vulnérable aux feux de forêt. Dans l'Ouest canadien, il y a eu le dendroctone du pin, c'est une petite bestiole qui n'avait pas l'habitude d'envahir la forêt canadienne parce qu'il faisait trop froid l'hiver, qui s'est mis à cause du réchauffement climatique à envahir les forêts, à affaiblir les forêts et à les rendre plus vulnérables aux feux de forêt. Donc, quand les gens pensent aux événements extrêmes et en disant qu'il faut vraiment s'inquiéter exclusivement des événements extrêmes, c'est ça qui est prioritaire, mais il faut faire attention parce qu'il faut aussi s'assurer de bien comprendre que le changement très graduel et subtil du climat génère aussi une dégradation de notre environnement naturel qui justifie naturellement l'idée qu'il faut essayer d'arrêter les changements climatiques le plus possible, mais aussi qu'il faut s'adapter. Là, le point que je vais dire, c'est de dire nos parcs, on les aime, on trouve qu'ils sont de plus en plus importants, mais il va falloir aussi apprendre à planter les bons arbres aux bons endroits, de façon à ce que dans 10 ans, à cause d'une sécheresse, ils ne se mettent pas à mourir massivement à cause d'une mauvaise adaptation au climat à venir. Donc, ça aussi, il va falloir y penser. Et ça, c'est pas du tout en lien avec les extrêmes. Donc, il ne faut pas devenir obsédé non plus trop par les extrêmes. Naturellement, au niveau de l'adaptation, il faut aussi compter beaucoup sur les praticiens, les spécialistes. Il y a des gens qui sont ingénieurs dans la vie, il y a des gens qui sont forestiers dans la vie, il y a des gens qui sont producteurs agricoles. Alors, ces gens-là sont bien compétents et sont tout à fait capables de s'adapter aux changements climatiques, etc. C'est peut-être un peu plus leur job de le faire que monsieur et madame tout le monde. Je pense qu'il faut bien comprendre là, que notre environnement naturel est en train de se transformer et qu'il va falloir que nous, surtout dans les grandes villes ou dans les banlieues, il va falloir diminuer la pression sur nos écosystèmes, sur nos parcs, nos forêts. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de mode autour des corridors verts ou des corridors bleus, parce que ces corridors-là, ces corridors écologiques-là, vont permettre aux écosystèmes naturels, à la faune, à la flore, les oiseaux, etc., ils vont pouvoir s'adapter, ils vont pouvoir se déplacer du nord des États-Unis, par exemple, vers les Laurentides, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'espèces faune, flore qui sont en train de se déplacer. Ben oui, là. Beaucoup. C'est ça, les humains, nous, on planifie notre adaptation, on fait des politiques
publique, etc. Mais les oiseaux, là, eux, ils font pas de politique publique, là. Ils font juste s'adapter, ils suivent la météo et le climat. Puis s'ils arrivent à une région qui est pour eux météorologiquement parfaite, mais qui arrive en plein dans une ville où il n'y a pas un arbre, ben, vous pouvez être sûr que l'oiseau, il ne va pas durer longtemps, là. Donc ça, c'est important aussi de rappeler l'importance de ces environnements naturels-là, de ces parcs-là, pour permettre à nos écosystèmes, à notre biodiversité, de réussir à traverser les changements climatiques, tout comme nous, on tente de le faire. L'erreur qu'on ferait, M. Bourque, ça serait de dire on essaye d'éliminer les changements climatiques. Dans le fond, ce que vous dites, on fait tout ce qu'il faut pour atténuer, c'est toute la différence, atténuer les effets, puis en même temps, ben, s'adapter, ça veut dire que ça disparaîtra pas, les coups de chaleur, les feux de forêt. On va essayer qu'il n'ait moins, on va essayer de travailler en amont, tout ça, mais moi, ça me semble être fondamental, ce que vous dites là. C'est l'atténuation et en même temps l'adaptation. Parce que ne pensez pas que ça va disparaître, il faut s'adapter, ça va rester, là. Tout à fait. Alors, il faut vraiment faire les deux. Puis ça, il y a relativement peu de gens qui savent, encore une fois, dans les défis de comprendre tous les enjeux environnementaux. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser notre climat, stabiliser le patient, comme je disais tout à l'heure. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec une certaine partie des changements. On n'aurait peut-être pas à avoir à s'adapter si, lorsqu'on a signé l'entente de Rio en 1992, si on avait atteint les objectifs de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à l'époque, probablement qu'on n'aurait pas cette conversation-là sur l'adaptation, mais 1992, là, on s'entend que ça fait un bon petit bout de temps. On n'a pas respecté ces accords-là. On a continué à émettre pour toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons. Et là, ben, il faut apprendre à vivre. Là, on pourrait réécrire l'histoire là, un paquet de fois, là, mais ça ne servira pas à grand-chose. Là, on est dans la situation où le climat est réchauffé de 1,2 degrés Celsius. On veut tenter de stabiliser ça à 2 degrés Celsius maximum. Comme vous le disiez, là, pas tant à cause que 2 degrés Celsius, c'est très impressionnant comme chiffre, mais c'est parce que ça amène son lot de changements sur la fréquence et l'intensité des événements extrêmes, sur la transformation de l'environnement, qui sont vraiment très problématiques qui mettent à risque. Donc, il faut s'adapter là, à cette partie du changement-là qui ne sera pas trop élevée, on le sait. Est-ce que les villes et les centres-villes, les endroits très densifiés, ont un rôle plus important à jouer du fait de leur impact majeur sur l'environnement? Ben oui, en fait, il y a des opportunités et il y a des défis. Là. C'est sûr que, en fait, la plupart du temps, la densification permet d'être plus efficace énergétiquement parlant. Donc, les gens qui habitent dans les centres-villes, en général, par tête de pipe, là, par capita, ils polluent moins que quelqu'un qui est beaucoup plus éloigné. Alors ça, les gens ne le réalisent pas. Non, je ne sais pas. C'est comme, par exemple, de comparer un Canadien et puis un Chinois. La plupart des gens, les gens vont dire « Ah, les Chinois polluent beaucoup plus que nous. » Oui, ils polluent plus parce qu'ils sont plus nombreux, mais si tu divises ça par le nombre de personnes, les Canadiens polluent vraiment beaucoup plus qu'un Chinois moyen. Là. Et là, c'est là que c'est parfois difficile à bien faire comprendre les actions que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont intuitifs, donc on pense que, par exemple, qu'une ville, ça peut être particulièrement polluant, mais dans les faits, quand on densifie, souvent, on rend les transports beaucoup plus efficaces, les gens ont à moins se déplacer, il y a des transports en commun pour alimenter les centres-villes, ce qui fait en sorte qu'on émet souvent moins de gaz à effet de serre. En plus, les centres-villes peuvent permettre de regrouper la pollution ou les déchets, etc., et les rendre peut-être un petit peu plus faciles à gérer. Par contre, du même coup, la densification cause aussi des problèmes. Puis on l'a vu d'ailleurs pendant la tempête de verglas. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un désastre naturel, quand il y a 1 million de personnes qui est concentré dans un même endroit? Ça devient particulièrement problématique parce qu'il y a juste trop de monde dans le même endroit, puis ça génère beaucoup d'enjeux en lien avec ce genre de désastre naturel-là. Pour terminer, parce qu'on est rendu là, j'avais quelques petites questions à rafale. Questions courtes, peut-être des réponses courtes si c'est possible pour vous. Alors, premièrement, vous allez voir, c'est la base, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous entendent, qui vont trouver des réponses aux questions, peut-être qu'ils n'osent pas demander. C'est quoi la différence fondamentale entre la météo et le climat? La météo, c'est ce qui se passe au jour le jour dehors, alors que le climat, c'est vraiment les traits statistiques sur une longue période de temps. Je vais faire une analogie, là.
La météo, c'est le linge qu'on porte pour une journée lorsqu'on sort dehors, donc son manteau d'hiver ou un T-shirt. Et la climato, ben, c'est notre garde-robe au complet qui nous permet de passer à travers une année. OK. L'effet de serre, c'est quoi? L'effet de serre, c'est un phénomène qui est créé par certains gaz qui ont la caractéristique de laisser passer le rayonnement solaire, mais d'absorber le rayonnement qui rebondit, qui reprovient de la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des gaz à effet de serre, parce que ça génère le même effet qu'une serre qui a des vitres, qui laisse passer le rayonnement du soleil, mais qui emmagasine la chaleur et l'énergie à l'intérieur de la Terre. Est-ce que c'est pour ça que la planète se réchauffe? Oui, tout à fait. Alors, c'est très bien documenté. Les concentrations de gaz à effet de serre, non seulement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais aussi les émissions humaines de gaz à effet de serre ont augmenté de façon tout à fait cohérente et on est capable de connecter directement les émissions de gaz à effet de serre et l'évolution des températures planétaires. Monsieur Bourque, est-ce que la planète se réchauffe partout? Elle se réchauffe partout. D'ailleurs, ça a été confirmé dans le dernier rapport du GIEC, mais elle ne se réchauffe pas uniformément. Donc, il y a certaines régions, les régions plus continentales ou les régions où il y a beaucoup de neige et de glace, se réchauffent plus rapidement, alors que les régions tropicales, les régions au-dessus des surfaces d'eau, etc., se réchauffent moins rapidement. Naturellement, c'est normal parce que l'océan absorbe 93% du réchauffement climatique et donc ça fait en sorte que les régions où il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'océans, leur réchauffement a tendance à être tempéré. Si on remonte très, très, très loin, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais est-ce qu'on peut dire que le climat a déjà changé aussi drastiquement dans l'histoire? Aussi drastiquement, ça, il y a un certain débat scientifique à savoir si ça s'est produit aussi rapidement, mais c'est clair que les changements qui sont en cours présentement sont parmi les plus drastiques et les plus rapides qu'il y a pu avoir sur la planète. Mais le climat a effectivement déjà changé dans le passé. Donc, c'est la première fois cette fois-ci que c'est vraiment généré par l'humain, par l'influence de l'humain via les émissions de gaz à effet de serre. Par le passé, c'était davantage à cause de l'évolution des paramètres astronomiques ou encore des impacts de météorites qui frappaient la Terre, créaient une explosion monstre et qui recouvrait la planète de particules, ou encore des éruptions volcaniques vraiment majeures, là, aucun rapport avec les éruptions volcaniques que l'on a de nos jours là, depuis les derniers siècles. Donc, oui, le climat a déjà évolué à cause des paramètres astronomiques, à cause de volcans et même de certains courants océaniques, mais c'est la première fois que c'est vraiment provoqué par l'humain. Dernière question, est-ce que la technologie, la science pourrait nous sauver? Et là, je pensais, par exemple, à des processus qui permettraient de créer des nuages. Vous voyez, là, ça, c'est probablement un rêve technique, mais est-ce que la technologie, probablement nous aide? Vous allez dire oui, mais peut nous sauver? C'est peut-être là la question un peu large. Oui. Bien, c'est clair que la technologie fait partie de la réponse. Les innovations technologiques, comme je viens de parler tout à l'heure, du passage de l'auto à essence à l'auto électrique, c'est clair que la technologie va jouer un rôle majeur. Le seul truc, c'est que ces innovations technologiques-là vont absolument nécessairement avoir affaire à se faire avec des innovations sociales aussi. Il faut des changements de comportement, il faut des changements de valeur, il faut probablement même moins consommer, etc. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le grand domaine de l'innovation sociale. Donc, ça doit absolument accompagner la technologie parce que la technologie ne sera pas capable de régler tout le problème, malgré des avancées très importantes et des contributions très intéressantes. Quant aux innovations technologiques qui manipulent le climat pour tenter de concentrer, de régler le problème, c'est-à-dire, physiquement, c'est pas impossible, mais je veux dire, la majorité des scientifiques sont extrêmement nerveux quand on parle de ça parce que on joue, c'est comme si on tentait de faire une expérience de laboratoire, OK? Mais qu'on a juste un laboratoire, puis c'est le laboratoire dans lequel on vit. Alors, c'est vraiment jouer avec le feu. Et donc, je pense que la grande majorité des scientifiques trouvent que l'idée de vouloir manipuler le climat est vraiment pas l'idée du siècle.
parce que c'est comme s'il fallait que tu fasses une expérience puis que tu l'ailles de la première shot parfaitement. Sinon, tu peux créer des effets monstres, des effets inverses, des boucles, des rétroactions positives qui peuvent t'amener, en fait, qui peuvent même probablement gravement aggraver la situation plutôt que la régler. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est fort intéressant. Merci, M. Bourque. C'est un plaisir. Bonne journée. Alors, nous avons parlé à notre ami, devenu un ami depuis 55 minutes, Alain Bourque, le directeur général de la Fondation Ouranos.